Bonjour et bienvenue dans la leçon 3 et la dernière dans la série des leçons du cours Fonction de la variable complexe. Bon, si vous n'avez pas vu la leçon 2, je vous conseille tout d'abord d'arrêter cette vidéo et voir la leçon 2 avant parce que c'est indispensable. Bon, la leçon 3, elle est intitulée Théorème des résidus et applications. Et dans cette leçon, vous allez apprendre les points suivants. Vous allez donc savoir ce qu'est un nombre résidu et le théorème des résidus. Et vous saurez comment appliquer le théorème des résidus pour calculer certaines intégrales. Bon, alors le théorème des résidus, lui, il est basé sur la notion du nombre de résidus. Et la notion du nombre de résidus, lui, elle est donnée par le résultat suivant. Si on se donne une fonction holomorphe sur le disque privé de 0, ce qu'on appelle le disque est pointé, de centre Z0 et de rayon R, alors pour tout Z dans ce disque est pointé, on a le développement suivant. Alors là, vous pouvez voir que f, il s'écrit sous la forme f de z égale sigma de n égale à moins l'infini à plus l'infini à n z moins z0 à la puissance n. Là, il faut s'arrêter un petit peu et dire là qu'il y a des puissances positives et des puissances négatives puisque n varie de moins l'infini à plus l'infini. Et le coefficient à n, lui, il est donné par cette intégrale-là, qui n'est autre que l'intégrale de f de xi sur xi moins z0 à la puissance n plus 1, n dont z. Encore, n peut être positif comme peut être négatif. Et gamma oui, c'est tout simplement l'importe, comme c'est décrit ici, c'est n'importe quelle courbe fermée simple tracée dont le disque est pointé de centre Z0 et de rayon grand R. Bon, ce développement il est unique et est appelé le développement en série de Laurent de f sur le disque est pointé. Et ce qui nous intéresse là, c'est le coefficient à indice moins 1. Ce coefficient-là, il est appelé le nombre résidu de f au point Z0 et on le note f au point Z0. Bon, alors, malgré que c'est un peu abstrait, on va voir par la suite qu'on peut facilement calculer le coefficient de résidu pour plusieurs fonctions dont on a besoin par la suite. Bon, alors ça c'est la définition donc du nombre résidu. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le coefficient A-1 n'est autre que le coefficient de 1 sur Z moins Z0. Et c'est ça qui va nous permettre par la suite de le calculer. Bon, là, on va essayer de calculer le nombre de résidus pour une large classe de fonctions. En l'occurrence, ce sont donc les fonctions qui s'écrivent sous la forme f de z égale à g de z sur z moins z0 avec g une fonction holomorphe au point z0 et g de z0 non nul. Et m, lui, il est supérieur ou égal à 1. On dit souvent que z0 est un pôle d'ordre m pour la fonction petit f. Dans ce cas-là, on démontre que le résidu de f au point z0 n'est autre que 1 sur factoriel m-1 et la limite lorsque z tend vers z0 de cette dérivée-là d'ordre m-1. Alors là, il y a un petit coquille ici, donc c'est dérivée m-1 sur la dérivée m-1, z-z0 à la puissance 1. Bon, alors cette limite-là, c'est tout simplement la valeur de la dérivée prise au point z0. Bon, alors on va illustrer ce résultat-là qui est un peu général par un cas qui est très très important, c'est ce qu'on appelle le cas pôle simple. Lorsque le pôle est simple, c'est-à-dire lorsque m égale 1, si vous remplacez partout m égale 1, vous allez trouver que le résidu n'est autre que la limite de z moins z0 fois f de z. On va voir tout de suite une petite application de ce théorème-là, de ce cas particulier. Si vous prenez la fonction f de z égale à 1 sur z à la puissance n moins a, où a est un nombre complexe non nul, et n supérieur ou égal à 1, alors vous pouvez démontrer facilement par la règle précédente que le résidu de f au point zk n'est autre que zk sur n a, où zk c'est tout simplement une racine nième de a, c'est-à-dire zk à la puissance n égale à a. Bien, alors maintenant on passe au théorème fondamental de cette leçon, appelé théorème des résidus. Bon, c'est quoi le théorème des résidus? Bon, c'est un résultat qui est très très important, qui dit la chose suivante. Si on se donne oméga un ouvert simplement connexe, et f une fonction qui part de oméga à valeur dans C, et si on prend une courbe, bon alors là pour illustrer la chose, si on prend une courbe fermée qui renferme les points Z1, Z2, Zn à l'intérieur de oméga, et là, l'intégrale de f le long de gamma n'est autre que 2i fois la somme des résidus de f au point zk. Notez bien que les k ici partent de 1 jusqu'à n. Alors ça c'est très important. Pourquoi? Parce que f peut avoir des points singuliers en dehors de oméga. Alors ceci ne nous intéresse pas. L'essentiel c'est que f
devrait être holomorphe sur oméga, sauf peut-être au point Z1, Z2, Z1. Voilà, ça c'est le théorème des résidus qui est vraiment indispensable pour calculer l'intégrale curvilinéaire. Alors tout de suite, on va voir les applications au calcul d'intégrale. On va commencer par les intégrales qu'on appelle trigonométriques. C'est quoi une intégrale trigonométrique? C'est une intégrale qui s'écrit sous la forme l'intégrale entre 0 à 2pi de f de cosinus t, sinus t dt. C'est-à-dire c'est une fonction de cosinus et sinus. Il faut bien donc remarquer que par ce résultat-là, cette intégrale n'est autre que ceci. Alors là, vous pouvez le vérifier vous-même. Vous pouvez poser z égale à exponentialité à droite. Et vous allez voir donc, lorsque vous allez prendre cette paramétrisation, ça va donner exactement l'intégrale de gauche. Bon, par donc le théorème des résidus, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer donc de cette intégrale à celle-là. Et par le théorème de résidus, on va calculer donc l'intégrale de droite. Bon, alors là, je vous conseille de vous entraîner sur cet exemple-là. C'est vraiment très très simple. Vous utilisez la même chose. Donc ici, vous avez cosinus x. Vous pouvez donc alors dire que ça, c'est une fonction uniquement de cosinus. Et donc, ça fera quoi? Ça fera, c'est l'intégrale sur le cercle de centre 0 et d'orient 1. Le dx, vous allez le remplacer par dx sur iz. 2 plus cosinus x et cosinus x, vous allez tout simplement le remplacer par z plus z moins 1 sur z à la puissance moins 1 sur 2. Bon, alors je vous laisse le faire. Et on passe donc à une autre classe d'intégrales généralisées. Ce qu'on appelle, bon, les intégrales, ici, en l'occurrence, les intégrales entre moins l'infini à plus l'infini. Bon, alors là, par le théorème de résidus, vous avez donc cette intégrale-là qui est égale exactement à. Vous avez cette intégrale-là, mais autre que ça par le théorème des résidus. Et en utilisant une relation de Schall, on peut montrer que l'intégrale sur gamma R. Alors gamma R, c'est tout simplement ici. C'est tout simplement ici, donc le contour formé par le segment moins RR et le demi-cercle. Donc si vous utilisez la relation de Schall, vous allez trouver donc que votre intégrale, il s'écrit exactement de ce type-là. Voilà, donc vous avez cette décomposition à droite. Maintenant, si on suppose de plus que cette intégrale-là tend vers 0, si je fais tendre le R vers plus l'infini, donc je vais avoir en fin de compte que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t égale à 2pi fois la somme des résidus de f au point zk. Les zk sont exactement les pôles de f qui sont dans le demi-plan supérieur de l'ensemble. Voilà donc une application qui est très importante. Bon, peut-être on va voir des applications concrètes qu'on fera ensemble, ou bien en TD, donc, ou bien encore on le ferait dans une vidéo. Bien, alors là, voilà donc un exemple qui est très simple. Vous pouvez donc le vérifier vous-même. Vous prenez alors l'intégrale entre 0 à plus l'infini de x sur x à la puissance 4 plus 1. Remarquez ici, on n'a pas moins l'infini plus l'infini, mais c'est une fonction, à l'intérieur, c'est une fonction paire, donc ça fera tout simplement, c'est 1 demi intégrale entre moins l'infini plus l'infini. Vous pouvez donc appliquer ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà, donc notre troisième leçon est terminée. Voilà, je vous remercie et je vous conseille de regarder les vidéos relatives aux exercices des leçons 1, 2 et 3. Et voilà, merci beaucoup.